Ok, on va la refaire. Ok, maintenant on ne voit pas. Alors, on ne voit pas, mais comme ils me connaissent, ils vont l'entendre. Ouais. Alors, bonjour à tous. Bon, on s'excuse pour notre retard. À chaque fois qu'on a fait des vidéos sur Facebook, eh ben, on a eu des problèmes techniques. La dernière fois, on a une grosse panne d'électricité jusqu'à 5 minutes de notre direct. Et puis là, on a une panne d'Internet, donc ça va bien ensemble. J'espère que c'est de bon augure comme la dernière fois. C'est une bonne chose. Voilà. On a cassé on est plus fort que la technologie. on a cassé le mot de Serrara là. Et ben, je vous présente Véronique. Je te laisse te présenter. Ok. Et bonjour à tous, je m'appelle Véronique Asson. Je suis arrivée en Israël il y a 10 ans. Je vais bientôt fêter les 10 ans, le 28 octobre 2008, très exactement. Alors, je suis arrivée en Israël après un petit parcours, comme tout le monde, à chacun une. Tu m'avais raconté que ta famille est égyptienne au départ. Voilà, ma famille sont des Juifs d'Égypte. Moi, en Égypte, alors moi, je suis pas née en Égypte parce que moi, je suis la petite dernière qui est née après qu'ils ont quitté l'Égypte, ils avaient une vie formidable. Hein. Ils habitaient à Alexandrie, mes parents et mes 2 frères, et ils avaient une vie extrêmement agréable avec une vie culturelle riche. Ça a été un grand drame dans la famille, et puis je dirais que pour tous les Juifs d'Égypte, ça a été un grand drame. Enfin bref, après avoir quitté l'Égypte, ils ont tourné un petit peu, ils ont été en Italie, jusqu'à ceux qui ont pu s'installer en France finalement. Moi, je suis la petite dernière, je suis née en 62, donc la petite dernière, on m'a appelée Véronique pour bien montrer que maintenant on est français. Voilà. Ah non, bien français. Et donc j'ai grandi à Paris, en région parisienne, dans une banlieue hyper privilégiée, l'enfance dorée. J'ai grandi à Garches-Marne-la-Coquette, qui est vraiment, c'est ravissant comme endroit, c'est tranquille. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai grandi dans une famille formidable. Puis ensuite, j'ai passé mon bac, j'ai fait mes études. J'ai fait des études d'une école de commerce pendant 4 ans. Puis après, j'ai commencé à travailler. Et j'ai travaillé. Donc, j'ai pas pris comme pour les Israéliens une année après les études. J'ai commencé à travailler tout de suite après. Après les études, et donc j'ai travaillé pendant presque 10 ans. Et puis un milieu qui te plaisait? Oui, c'était bien, c'était un bon boulot, c'était un bon salaire, un bon travail, c'était très bien, jusqu'à ce que, je sais pas, je pense qu'on change aussi, peut-être Sylvain, on a des attentes différentes quand on a 20 ans, 25 ans et 30 ans. Enfin, bref, moi, quand je suis arrivée à 30 ans, 31 ans, je me suis dit, non, je ne vais pas faire ça toute ma vie. Il faut que je fasse autre chose. Et j'ai décidé de prendre un congé sabbatique et je suis partie au Brésil. Je suis partie au Brésil parce que je voulais voir du vert, je voulais voir de la nature. Ça faisait longtemps que tu avais Non, pas vraiment. C'est venu progressivement. C'est quelque chose qui se construit comme ça, un ras-le-bol, on va dire, progressif. Changer du tout au tout. Ouais. C'était, d'abord, je travaillais beaucoup, de nombreuses heures. Donc, c'était une vie assez stressante, assez évidente. En plus, dans le marketing, c'est toujours pour faire face à des délais sans arrêt et des impératifs, des délais. Il faut que ça soit prêt demain, après-demain. Des objectifs, etc. Voilà, donc je crois que j'en ai eu marre, j'avais envie de faire un petit peu autre chose. Et puis voilà, donc je suis partie au Brésil pendant 1 an. Et puis au cours de ce voyage, j'ai rencontré mon futur mari. Et je suis pas restée tout de suite. Après mon voyage, je suis revenue en France. Et puis ensuite, au bout de quelques mois, je suis repartie. J'ai fait mûrir cette décision de repartir m'installer au Brésil. Et puis, au bout de quelques mois, je suis repartie. Donc, je suis repartie et cette fois-ci, j'ai tout liquidé. J'ai dit au revoir à tout le monde et j'ai fait mes valises. C'est une capacité qu'il faut avoir pour. Oui, c'était une préparation, tu vois. Avec le recul, je me dis c'était peut-être une préparation pour l'ALIA. Il y a intérêt à l'ALIA, voilà. Voilà, comment mettre toute sa vie dans 2 valises. C'est marrant, mais c'est souvent un point commun qu'on trouve chez les gens qui font l'ALIA. Ils ont toujours été
Sans doute, Moi, sans doute. Je dirais que j'ai eu peut-être plus de chance que mes parents, parce que mes parents, ils n'ont pas eu 2 valises, ils avaient une valise. Ah bah oui, ouais. Voilà, tu C'est vois. pas Et on leur a dit, vous prenez rien du tout, vous pas laissez tout. une agence de voyage, je C'était pas une suppose. agence de voyage. Mes parents, ils ont tout perdu, alors que moi, j'ai quand même pu choisir ce que je voulais perdre et ce que je voulais garder. Et donc, tu étais parti, en fait, tu as fait un projet d'écotourisme. Voilà, en fait, c'est ça. qui consistait en une ferme, c'était D'abord, c'était un morceau de terrain en bordure de mer sur une île dans le nord du Brésil. Et de Recife. c'était encore plus haut. C'est à la frontière de la Guyane française. Ah, d'accord. Voilà, donc c'est dans un immense île. C'est cette immense île. Alors, c'est pas celle-là, ça c'est Marajo. Ah, okay. Voilà, et à côté de Marajo, il y a une toute petite île, une petite île de pêcheurs qui s'appelle Algodoal et qui est une île, quand je suis arrivée là-bas en 1994, sans eau courante, sans électricité. Et on a monté des petits bungalows et on a vécu d'écotourisme, on faisait des balades, on servait à manger et on a eu une vie absolument formidable, intéressante. C'était un grand changement. C'était ça, je suppose que oui. C'était comment refaire table rase de tout ce que tu crois, ce que tu crois pas, ce que tu aimes, ce que tu aimes pas. Enfin, j'ai découvert beaucoup de choses et puis j'ai appris beaucoup de choses. C'était une bonne école. Hein. Tu es resté combien de temps au Brésil? Je suis restée presque 15 ans. 15 ans, c'est une bonne tranche de vie. Hein. Il y a des Brésiliens ici à Carmiel. Moi, j'entends portugais. J'entends le portugais souvent quand on va avoir un petit centre commercial. C'est très bien parce que mon expérience au Brésil, ça me donne un pied dans la communauté latino, parce que je parle le portugais. Parce que Carmiel, il faut savoir qu'à Carmiel, il y a pas beaucoup de Français, mais il y a une communauté latino-américaine. On se trouve des Mexicains, des Argentins, des Brésiliens. Plein d'Argentins. Et donc, je parle aussi un peu l'espagnol, bien le portugais, un peu moins l'espagnol. Le français, donc c'est bien, ça me donne un pied. Et puis c'est des gens qui sont chaleureux. Si on comprend, moi j'arrive à parloter un peu portugais, je parle espagnol, mais c'est des gens avec qui on a une facilité de se faire des liens. Et je pense qu'aussi on partage une certaine culture latine, on a une racine commune, un peu éloignée quand même, on n'est pas vraiment brésilien quand on est français, mais bon. Et il y a une entraide, et puis une communauté de culture, je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de choses qui se retrouvent. Et donc, après 15 ans. Voilà, donc après 15 ans, j'ai divorcé. Je ne m'étendrai pas sur les raisons. Il y en a toujours des bonnes et des mauvaises. Et puis, je me suis retrouvée à une croisée des chemins en me disant, maintenant, il faut que je reconstruise ma vie avec mes enfants. Et où est-ce que je vais? Donc, j'ai beaucoup hésité. J'ai cherché un peu dans toutes les directions. J'avais de la famille en France, donc la famille en France m'a proposé évidemment de revenir, de me donner un coup de main. Et puis comme toutes les bonnes familles juives, moi j'ai de la famille partout dans le monde. Donc, j'ai ma tante qui habite en Angleterre qui m'a dit viens. J'ai mon frère qui habite en Suisse qui m'a dit viens. J'ai une autre tante qui habite en Italie qui m'a dit viens. Et oui, parce qu'on ne se figure pas bien, mais on voit souvent les juifs de France ou d'Afrique du Nord, ou alors de Pologne, etc. Mais c'est un parcours qu'on voit souvent chez les juifs qui viennent d'Orient, les juifs irakiens. Certains ont appris le français à l'Alliance israélite, on se sont retrouvés en France. Vous pouvez très bien avoir un frère qui a appris dans une université anglaise ou américaine. Et donc, ça fait une diaspora. Mais oui, parce que c'est pas que les juifs, hein, c'est tous les juifs du Moyen-Orient qui ont quitté le pays arabe. Dans les années 50-60, j'ai vu une présentation récemment. On parle de millions de personnes. On parle d'1 million de personnes. Oui, qui ont été expulsés. C'est l'exode des juifs. Partout, ils sont partis de tous les pays arabes. Ils sont partis parce qu'on leur a demandé. Gentiment. Pas très gentiment d'ailleurs, de partir. Et donc ma famille, c'est un exemple parmi d'autres, hein, et parmi de nombreux exemples. Donc moi, peut-être que j'ai eu aussi. Vous avez le choix là de partir soit en Angleterre, soit aux États-Unis. Et puis peut-être que aussi j'ai grandi, tu vois, en me pensant bien, j'ai grandi avec l'exemple qu'on peut recommencer de zéro. On peut recommencer de zéro. Hein, les Juifs qui ont quitté l'Égypte et qui ont quitté ces pays arabes, ils sont partis parfois avec rien, et ils ont recommencé de zéro. Et mes parents, mon père et ma mère étaient déjà formidables. Mon père avec rien.
il a rebâti une vie, il a reconstruit une carrière, il était agent de réassurance. De réassurance, c'est-à-dire qu'il assurait, il assure l'assureur. Et il a beaucoup voyagé et il a réussi à donner à sa famille tout ce qu'il fallait. On a été élevés. On est 3. J'ai 2 frères et moi-même. Ils sont ici en Israël? Non. Ils sont en France. D'accord. D'accord. Donc tout ça pour dire que j'ai eu moi aussi cet exemple de 15 ans, je t'ai retrouvé devant un choix, de possibilité de reconstruire. Donc je me suis dit, bon, maintenant, qu'est-ce qui est important? On va faire le tri. Qu'est-ce qui est important? J'ai 2 enfants en bas âge. Et pour moi, ce qui était important, c'était de leur donner une éducation juive. C'était la priorité. Et puis venant de France, je sais qu'il y a un problème en France d'antisémitisme et qui date ni de maintenant, ni d'hier, ni d'avant-hier. Il y a un antisémitisme qui est profondément enraciné. Tu l'as ressenti quand tu travaillais en France pas vraiment. Pas vraiment. Par rapport à quoi tu l'as ressenti? Non, parce que je dirais à nouveau que moi j'ai vécu, enfin, je l'ai ressenti parce que ça se sait, si tu veux, dans la presse, dans les nouvelles, dans les journaux. Tu lis, tu vois les incidents et puis tu regardes l'histoire. Il faut savoir regarder un petit peu aussi en arrière et regarder ce qui s'est passé. Ce qu'on ne ressent pas du tout au Brésil, par exemple, en Amérique. Moi j'ai eu un petit peu la chance d'être sur le continent américain. C'est vrai. C'est vrai que t'es juif, même il y a des gens qui disent vous êtes le peuple d'Hachem, et tout ça, waouh, c'est vrai. C'est plus tranquille au Brésil, il y a une tolérance certainement. C'est vrai qu'on ne s'aperçoit pas vraiment, je trouve, qu'on vit dans cet antisémitisme à partir du moment où on se retrouve dans un endroit où il n'y en a pas. Et c'est vrai que quand on vit en France, on dit non, mais c'est normal, c'est comme ça, des petites blagues, et puis il y a des endroits où il ne faut pas trop se balader, puis etc. Et en fait, on s'habitue à ce genre de clivage, de stéréotypes. Mais c'est ça qui est impressionnant quand on arrive en Israël. C'est vrai. Je dirais aussi que moi, je ne l'ai pas trop ressenti parce qu'à l'époque, je n'étais pas très intéressée par le judaïsme. Voilà. Je crois que j'ai grandi dans une maison, une famille juive, mais où on respectait les fêtes, et bien sûr, mais on n'était pas pratiquants. On n'était pas pratiquants. Donc, je n'ai pas vraiment ressenti, sauf que en France, si tu vas pas à l'école Yom Kippour, on te repère tout de suite. Hein, celle-là, elle est juive, celle-là. Donc, je ne peux pas dire que j'ai souffert vraiment de l'antisémitisme. Tu l'as ressenti en tout cas. Mais pas forcément, mais c'est surtout, j'ai regardé l'histoire. Je me suis dit, c'est pas un bon endroit pour élever des enfants. Et donc, du coup, Israël. Voilà, donc je me suis dit. Tu es parti du Brésil en Israël? Je suis partie Non, je suis partie. D'accord. Et donc, à l'époque, j'ai pris contact avec l'agent juive et il se trouve qu'il y avait, on m'a dit, il y a un Brésilien qui habite à Carmiel, ça serait peut-être bien de faire l'ALIA sur Carmiel. Et donc, j'ai réfléchi. Du Brésil, voilà. Ben, c'est là qu'on voit, il y a un point qui est intéressant, c'est les réseaux d'immigration et les réseaux d'ALIA. On se demande pourquoi tous les Français arrivent en Netanya. Pourquoi on ne nous propose pas d'autres endroits? Parce qu'au bout d'un moment, la Sortnout, qui fait certainement son travail, catégorise un petit peu l'ALIA et restreint un petit peu le choix. Et donc là, vous êtes trouvé au Brésil, c'est assez typique de ce genre de choses. Absolument. Si vous avez été à Paris, vous aurez certainement été envoyé à Netanya, à Ashdod. Certainement. Et du coup, comme il y avait un chalier brésilien, donc je suis venue à Carmiel. Et puis aussi, je cherchais une petite ville tranquille. Je cherchais un endroit, on va dire, approprié pour recommencer avec des enfants petits, sachant que je devais aller travailler, qu'il fallait que les enfants, certainement, je trouve quelqu'un pour s'occuper d'eux. Tu arrives au Mercas Splita, en fait. Le parcours classique. Le parcours classique, Mercas Splita, Ulpan pendant 5 mois. Et puis ensuite, j'ai commencé à chercher du travail. J'ai préparé un CV, j'ai envoyé mon CV un peu partout. Et puis là, j'ai eu une grande bénédiction. C'est que j'ai trouvé du travail. On avait besoin de mon français. Et ça a été une grande chance. C'est une société qui vend des logiciels pour des machines industrielles et qui avait besoin de mon français. Il n'y avait pas besoin de mon hébreu, donc ça tombait là, parce que l'hébreu, je suis arrivée en Israël avec hébreu 0.
Et donc, j'étais absolument pas capable de travailler dans un poste de responsabilité en hébreu, c'était pas possible. Et donc, j'ai commencé au bout de 9 mois, 8 mois, le 8e mois. Ça a été quoi ton premier travail? C'était mon premier travail. Et depuis, ça fait 9 ans que je travaille dans la même société. Et donc, je traduis des logiciels informatiques et je traduis. Tu peux nous donner le nom de la société ou tu peux pas? Non, c'est pas possible. Si, je peux donner. Ça s'appelle Metalix. Metalix, qui existait déjà depuis longtemps quand tu es arrivé ici en Israël. D'accord. Et donc, Metalix vend des produits en France, en Suisse, en Belgique, dans les pays francophones, au Canada, et j'en passe. Et donc, ils m'ont embauché pour mon français. Et donc, mon premier travail, ça a été ça, et j'y suis restée. Ça fait 9 ans. Comme ils développent toujours de nouveaux produits, il y a toujours du travail. Et puis surtout, j'ai eu un boss formidable qui a compris très bien que j'étais une mère divorcée avec 2 enfants petits, et qui a accepté des horaires flexibles et qui a accepté également que je puisse travailler de la maison. Ça c'est quelque chose d'intéressant parce que en venant de France, on a tendance à faire un petit peu à dénigrer les conditions de travail en Israël. Alors, c'est vrai qu'elles sont plus dures. C'est vrai que les heures ne sont pas les mêmes. C'est vrai que les droits sociaux ne sont pas les mêmes, mais il y a quand même une flexibilité et il y a quand même une volonté d'accompagner les immigrants, de les aider. Je ne pense pas que c'est dans, par exemple, toutes les entreprises françaises qu'on peut s'absenter 2-3 fois dans la semaine, aller chercher ses enfants, où tout le monde ferme les yeux, etc. Il y a d'autres choses qui sont Ça a été formidable. J'ai rien à me plaindre. Ça a été une aubaine, un travail formidable, une ambiance de travail. Tu étais encore au Mercas Clita quand tu as commencé à travailler? J'étais au Mercas Clita. Je leur ai demandé, non seulement j'étais au Mercas Clita, mais j'avais commencé un Ulpan Bet. Et je leur ai même demandé de me donner le temps de terminer mon Ulpan Bet. Et donc ensuite, j'ai pris 15 jours ou une semaine pour... je leur ai dit que je devais déménager. J'ai cherché un appartement à louer. Et ils m'ont donné une semaine. Ils ont accepté de déplacer le début de mon travail pour que je puisse déménager et m'occuper de tout ça. Et ça a été... j'ai déménagé, j'ai commencé à travailler. Tout s'est fait... vraiment, ça s'est fait dans une... Sur la première année où tu étais ici, la première année, tout était organisé. Ulpan, Mercas Clita, location d'appartement, travail, tout s'est passé. Tu as commencé à habiter à Carmel ou c'était... Tout de suite à Carmel. Je travaille dans le Misgav. Le Misgav, alors on vous explique, c'est une série de villages qui continuent un petit peu le sud des collines de la Galilée, au sud de Carmel, pour déboucher sur la région de Haïfa. L'idée de Misgav, c'était dans les années, je ne sais plus, 60, 70, peut-être 70, 80. Israël a voulu construire en Galilée, a voulu occuper les places hautes sur les collines de Galilée. Et donc, il y a toute une série de villages qui ont été construits. Ça s'appelle des Yeshuvim. Yeshuvim. Ah, d'accord. Et donc, il y a des tas de Yeshuvim qui ont été construits. Et un peu plus tard, j'ai ensuite déménagé chez mon ami qui habite à Misgav. Et donc, j'ai été habitée chez lui. Donc, je dirais que vraiment, j'ai eu beaucoup de chance et beaucoup de grandes bénédictions. J'ai une aide importante. C'est une aide d'Hachem. Voilà, moi je pense, parce que c'est pas forcément le parcours que tout le monde raconte, et puis c'était pas forcément des cartes gagnantes au départ de partir comme ça, divorcer. D'ailleurs, non seulement c'était pas gagnant, mais je me souviens même que le chaliard, il a essayé beaucoup de me décourager. En me disant ça va être difficile, une femme divorcée avec 2 enfants. Et en fait, je dirais que c'est le contraire. C'est beaucoup plus facile de faire Aliyah avec des enfants petits parce qu'ils vous aident à vous adapter. Ils vont à l'école, donc vous êtes obligé de les aider, d'aller à l'école, de parler aux professeurs. Moi, j'ai trouvé que les enfants, ça a été une aide formidable. Hein. Ça a été beaucoup plus facile. C'est eux qui m'ont aidé à m'acclimater. Et si on parle justement de Clita,
eh ben, les enfants, ils se sont adaptés bien plus rapidement que moi. Ils sont arrivés jeunes, alors évidemment, c'est 4 ans et 7 ans. 4 ans et 7 ans. Mais je peux vous citer d'autres exemples de familles qui sont arrivées des enfants adolescents de 15, de 16 et de 17 ans, qui sont aussi très bien. J'ai une amie brésilienne là, qui vient d'arriver avec des enfants de 14 et 17. Les enfants, ils ont appris l'hébreu avec une facilité. Ils sont au lycée et les enfants se sont tout de suite bien adaptés. Et non, venir avec des enfants, c'est très bien. C'est très bien, au contraire, ça vous pousse. Et ça... puis, alors, c'est intéressant comme point de vue parce que toi, tu t'es intégré à la communauté latino ici. À la communauté latino, mais en fait, parce que je ne cherchais pas. Oui, c'est vrai que c'est des mots très français. On ne vit pas dans un ghetto ici du tout. Mais je ne cherchais pas vraiment la communauté française. Et puis tout d'un coup, bien des années après, j'ai découvert qu'il y avait un club de francophones. Tout d'un coup, il y a des gens qui parlent français ici. Mais il y a une communauté francophone aussi. À Carmiel, ouais. Voilà. Et qui est très solidaire aussi. Et puis on attend peut-être des gens qui peuvent venir ici à Carmiel. Et si tu devais les comparer, ces deux mentalités, qu'est-ce qui te plaît le plus chez les uns, chez les autres? Parce que moi, je m'aperçois que quand même, ils s'intègrent bien, les latino-américains ici. Bon, peut-être qu'ils viennent d'une couche socio-économique peut-être un petit peu supérieure à la nôtre par rapport je suis pas sûre. À là-bas. Je veux dire, peut-être, je ne sais pas. Comme ça, une idée qui me vient, les latinos que je connais et qui se sont bien intégrés, c'est ceux qui ont tout de suite dit il faut que je m'intègre, il faut que je fasse du travail. Tout s'est fait dans la foulée. Ils cherchent tout de suite. Ils cherchent tout de suite. Il y en a même beaucoup que je connaisse qui ont même pas, on sont arrivés avec des enfants et on dit moi j'ai pas le temps d'apprendre l'hébreu. Il faut que je commence à travailler. Oui, mais j'ai eu la chance de travailler. Et j'en connais comme ça qui n'ont même pas terminé l'Ulpan et qui ont dit maintenant je vais chercher. Avec le peu d'hébreu qu'ils avaient, ils ont dit je vais chercher du travail. Ils ont trouvé du travail. Il y a des enfants à la maison et ils ont trouvé du travail tout de suite. J'ai un collègue de travail pareil. Il était, alors c'était une grosse tête en Argentine, gagnait un très beau salaire là-bas, et puis il a décidé de venir ici vraiment par sonisme. Et effectivement, les 7 premières années où il était là, il a travaillé dans une usine, il travaillait au bas de l'échelle, et puis il est monté, il est devenu responsable, et bon, c'est peut-être moins riche qu'il aurait été en Argentine, mais c'est vrai qu'on voit il y a quand même un entêtement à vouloir foncer. Oui, il y a aussi, peut-être qu'il y a aussi à la base je dirais un principe qui est que quand on fait son alia, enfin peut-être que les gens d'Amérique du Sud c'est comme ça, je ne sais pas, il n'y a pas de retour. Ouais. Il n'y a pas de retour parce que ils quittent souvent une situation économique et une situation sociale qui est extrêmement difficile en Amérique du Sud. Ouais. Alors qu'en France, on vit bien en France quand même. Donc, aussi ceux qui font leur alia, voilà, ils peuvent se dire tiens, de venir de pays d'immigration, s'ils sont peut-être des pays d'immigration, où les gens ont fait aussi leur trou comme ça. Peut-être, mais je dirais surtout que la vie est difficile en Amérique du Sud. C'est beaucoup de violence, beaucoup de corruption, beaucoup de violence. C'est une vie qui n'est pas facile. Donc, quand on décide de partir, quand on décide de venir en Israël, il n'y a pas et donc toi, on part et on s'adapte et on fait. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Parce que retourner là-bas, c'est pas forcément une solution. Je pense aussi l'avantage et l'inconvénient qu'on a peut-être les Français et les Américains du Nord. Exactement. C'est qu'on est tout le temps entre les deux, mon cœur balance. Voilà, entre les deux. Et puis la vie est belle en France. C'est pour ça que je dis que quand on vient ici, il faut venir pour les bonnes raisons. Les bonnes raisons, c'est pas de dire on va avoir une vie facile en Israël. Les bonnes raisons, c'est de dire je veux vivre en Israël, je veux que les enfants reçoivent une éducation juive, je veux vivre mon judaïsme et que tout le monde autour de moi vive ça en même temps. Je veux que Yom Kippour, tout le monde jeûne avec moi et que les fêtes, on les fête tous ensemble. C'est quelque chose qui m'a beaucoup ému quand je suis venue en Israël, c'est de voir que c'est dans la vie. C'est dans la vie. C'est tout le monde. Ouais, c'est dans la vie. À Soukot, il y a des soukas partout. Même, je veux dire, des Arabes chrétiens et tout ça qui te disent Shabbat Shalom. C'est assez. C'est impressionnant. Shavuot, tout le monde se balade dans la rue, parle
d'une synagogue à une autre pour aller étudier, Oui, les étudier feux, toute l'année. ouais. C'est Lag BaOmer, Lag BaOmer, il y a des feux partout. c'est Il y a des pompiers partout aussi. C'est magnifique. C'est quand même. Il y a une vie communautaire au sein du judaïsme qu'on trouve nulle part ailleurs en Israël. Et toi, ça, c'est une bonne raison. Très vite, tu t'es installé dans le Misgab aussi Non, pas très vite. Au début, je suis restée à Carmiel quelques années. Et puis ensuite, dans la liste des choses que j'ai demandé à l'Éternel, c'était de me trouver également un compagnon. Donc, tout est venu dans l'ordre. Voilà. Donc, après quelques années, j'ai rencontré un merveilleux qui habitait à Misgab et qui était le président de la synagogue que je fréquentais. La synagogue m'a sorti. D'accord. Et qui lui aussi était divorcé. Et donc, on s'est rencontrés, on a décidé T'habites loin de Carmiel? Misgab, c'est une dizaine de kilomètres. C'est Misgab, le village s'appelle Misgab? Non, ça s'appelle un autre village. Okay, d'accord. Et c'est une dizaine de kilomètres. C'est une région agréable. C'est une région il y a tout ce qu'il faut aussi là-bas. Une région magnifique. Mon idée, moi j'étais venue en Israël quand j'étais gamine pour voir mes grands-parents. Et j'avais dans l'idée, l'Israël, c'est le désert, la sécheresse, la chaleur. Et quand on arrive en Galilée, j'ai retrouvé l'Amazonie. Des forêts partout, des arbres. Quand tu as retrouvé l'Amazonie, moi je trouve les garrigues. C'est vert. C'est vert. C'est beau. Carmiel, je trouve qu'il y a une bénédiction. C'est vrai que quand on s'aperçoit que la plupart, le quartier par exemple où je vis, il a une trentaine d'années, pas plus. Quand on voit la taille des arbres, la forêt qu'il y a ici, on se dit, bon, on participe à quelque chose, on voit un petit peu le pays qui pousse comme ça. Et alors à Carmiel, en plus, je ne sais pas, il devait y avoir un Brésilien ici qui a participé à la fondation de la ville, parce qu'ils ont planté, quand ils ont créé la ville, quelques années après, ils ont planté un arbre qui vient du Brésil, qui s'appelle le jacaranda. Et il y en a partout à Carmiel, ces arbres qui ont des belles fleurs mauves, et il y en a partout. Donc il devait y avoir un Brésilien qui traîne dans le coin, qui a décidé d'importer des jacarandas et ils ont planté ça. Et donc Carmiel et la région et la Galilée, c'est magnifique, c'est vert, c'est beau. Du coup, tu as vécu que ici en Galilée. Et tu as de la famille aussi Oui, moi j'ai de la famille ici, parce qu'une partie de la famille qui a quitté l'Égypte est venue quand même s'installer ici. Mes parents, ils avaient regardé Israël, ils se sont dit, peut-être pas, on va essayer autre chose. Mais mes grands-parents sont venus ici, des oncles, des tantes sont venus s'installer ici. Donc j'ai aussi de la famille, j'ai des cousines. Et donc là, si tu faisais un petit peu, on va dire que tu peux faire un peu le vide dans ta tête, et si tu pensais, si tu essayais de te figurer quelques tuyaux, et te mettre à la place de quelqu'un qui est peut-être là en train de te regarder, qui est tombé par hasard comme ça sur cette émission qui parle de Carmiel, et qui serait intéressé à venir en Galilée, qu'est-ce que tu aurais à lui dire? Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller par rapport à... Je dirais que qui a le projet de faire Alia, c'est déjà de commencer à apprendre l'hébreu. Je crois que ça aide beaucoup. Même si c'est un projet qui est lointain, et bien tant mieux. Profiter de ces quelques années, même si on ne part pas tout de suite de France, de commencer à apprendre l'hébreu parce que ça aiderait. Ensuite, je dirais qu'il faut venir avec beaucoup de foi et beaucoup de confiance. Il faut avoir confiance que tout va bien se passer. Il faut pas venir il faut venir informer. Il faut poser des questions. Il faut, au contraire, il faut demander aux gens qui sont déjà là comment ça s'est passé. Mais il ne faut pas faire une liste de problèmes. Il faut faire une liste d'envies, de souhaits, de rêves. Et puis regarder comment. Alors bien sûr, tout ne va pas se réaliser à 100%, mais on vient en Israël parce qu'on veut réaliser un projet, on veut réaliser un rêve, on se sent un peu porté sur les ailes d'un aigle. Et comment et moi, je dois dire que je me suis sentie portée comme vrai ça, que parfois, on se sent un peu perdu ou pas, mais on a l'impression qu'on est un peu comme un chat ici. Quelque part, on retombe un peu toujours sur ses pattes. Alors, souvent pas comme on s'attendait. Absolument.
pour les gens qui aiment bien programmer les choses de manière millimétrée et tout ça. Oui. Mais c'est vrai qu'on a une bracha ici, écoutez, et puis quand une porte se ferme, il y a une porte qui s'ouvre. Et puis il y a une fenêtre qui se ferme, il y a une fenêtre qui s'ouvre. C'est la mentalité israélienne aussi qui est comme ça. Les Israéliens ont une faculté à changer de cap, à s'adapter, qui est assez impressionnante. Absolument. Et puis il faut compter sur la bonté, la gentillesse des gens ici. C'est formidable. Moi aussi, je suis arrivée, je connaissais personne. Quand je suis arrivée à Carmiel, moi, j'avais pas de famille à Carmiel. Ma famille habitait dans le centre. Et tout le monde a donné un coup de main. Tout le monde a donné un coup de main. Ça a été des vêtements, tout le salon, tous les meubles qu'on a ici. Je trouvais des sacs avec des vêtements et de la nourriture devant la porte. Parfois, quand j'étais même pas à la maison, j'étais au travail, je ne sais même pas qui m'avait posé ça devant la porte. Des gens qui proposaient leur aide, ça a été... tout de suite avec les voisins, il y a eu un contact. Formidable. Des gens formidables. J'ai rencontré des gens on partage son opinion parce que c'est vrai que c'est ce qui nous a touché à Carmel. Je ne sais pas si c'est pareil, si on va dans une grande ville. Nous, on a vécu un peu à Haïfa, on a eu des voisins extraordinaires, c'est vrai. Maintenant, on n'avait pas la même proximité et surtout, on a eu un voisin qui était comme ça, vraiment à Haïfa, qui était tapé à la porte, qui posait des choses. On pouvait même le pousser à la limite, et ben il revenait, il posait les choses. Et c'est ça un petit peu l'avantage, je pense, qu'on a de vivre en Galilée, c'est qu'on vit un petit peu en même temps comme dans un yeshuv, en même temps comme à la campagne, en étant dans une ville, on est dans une ville où il y en a c'est pour ça que je suis venue ici. C'est pour ça, c'est exactement pour ces raisons que je suis venue dans une petite ville comme ça. Et en même temps, on se balade à pied 5 minutes et puis tout de suite, on est dans des parcs ou alors des garrigues, des chemins dans la montagne, comme moitié dans la montagne. Absolument. Et puis bon, je vois, il y a aussi des possibilités de travail. Il y a un réseau industriel ici important. Il y a ce qu'ils appellent les Isoratassia. Il y a du travail. Si tu pouvais le décrire un petit peu, ce domaine bon, je dirais que moi j'ai eu de la chance, mais quand je regarde les autres familles autour de moi, il y a des tas. Alors en plus, voilà, ce qu'on va dire, c'est qu'il y a également des associations et des organisations qui aident à trouver du travail. Donc c'est pas on part dans la rue et puis on frappe aux portes. Non, on prépare un CV, on le donne à ces associations, à ces organisations qui vous aident en plus à le préparer et puis qui vous orientent et qui vous aident à l'envoyer dans différentes sociétés. Et il y a une aide pour trouver du travail. Donc, il y a ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut, c'est... Alors, alors, sans vouloir divulguer trop ta vie privée ou leur vie privée, mais tes enfants, alors qu'est-ce qu'ils deviennent, quel est leur parcours ici en Israël? Alors, comment ça a été aussi? Moi, j'aimerais bien faire un petit peu un retour là-dessus. Comment ça s'est passé? C'est souvent la question qu'on se pose. Est-ce que moi j'ai le droit de prendre mes enfants, de les arracher à leur pays, leurs amis, leur famille, etc., etc. Comment ils ont vécu ça? Bon, toi, tu étais un petit peu pas obligé parce que tu aurais pu rester au Brésil. J'étais pas obligée, j'aurais pu rester. Écoute, je sais qu'on a eu de longues conversations avant que je parte. Et je leur ai demandé, vous voulez venir en Israël? Ils ne connaissaient pas du tout l'Israël, évidemment. Mais je leur ai dit, on va commencer une nouvelle vie, on va aller dans un nouveau pays. Et ils me disent, mais oui, tous les deux, j'ai un garçon et une fille. En groupe, quoi. Oui, on m'a dit, on y va, maman, vous êtes sûre? Oui, on est sûre, on y va. Mais ça ne va pas être facile. Non, mais t'en fais pas, maman, on va t'aider. D'accord. Oui, on va t'aider. Et effectivement, ils m'ont aidé. Parole tenue. La première année. La première année, ça a été difficile. Je dirais que pour eux, la difficulté, c'était également de communiquer parce qu'ils ne parlaient pas. Donc, eux, ils parlaient français avec toi ou ils parlaient portugais avec toi? Français et portugais. Français et portugais à la maison. Donc, en Israël, quand tu arrives ici, les adultes, ils vont à l'école et les enfants, ils vont à l'école. Donc, ils se retrouvent dans la classe avec tous les Israéliens
qui parlent l'hébreu et eux ne comprennent rien. Très bien. Donc, les premiers mois, je dois dire que ça a Ils ont eu un été. oupan, vous avez eu un oupan en famille Non, au non. Cascreta? Non. Et Eux, les ils parents, les adultes, ils vont dans des cours pour adultes, et les enfants, ils vont à l'école. C'est ça qui est formidable, évidemment. Mais c'est formidable. Ils ont eu des aides quand même à l'école, des gens qui les aidaient à faire les bien devoirs. sûr. Comment ça se passe? L'avantage- C'était quoi le dispositif? À l'époque, ça s'est amélioré aujourd'hui, hein, ça s'est encore amélioré. Mais... C'était il y a 10 ans. Mais, l'avantage, c'est que ma fille, elle a commencé au jardin d'enfants, au Gagné la Vie. Donc, elle n'avait pas encore la pression de lire et d'écrire. Elle devait apprendre à parler. Et donc, c'était impeccable parce que tous les enfants y jouaient. Donc, elle a appris l'hébreu en jouant, ma fille. Donc ça a été plutôt facile. Mon fils est arrivé en Kitabet. Donc, c'était déjà un peu plus compliqué parce que les enfants, ils savaient déjà un peu lire, un peu écrire. Et donc, lui, il a bénéficié d'une aide à l'école, c'est-à-dire qu'il y avait une assistante qui s'asseyait avec lui 1 heure dans la matinée. Donc, il était isolé des autres élèves et elle lui apprenait plus lentement et selon son niveau, elle lui apprenait des choses. On peut dire qu'au bout d'1 an et demi, ça c'est que c'est 6 mois. 6 mois, ils ont commencé à se débrouiller. Déjà. Wow. Alors, il ne parlait pas parfaitement, mais il parlait déjà beaucoup mieux que moi, c'est sûr. 6 mois. Hein, oui, ça c'est impressionnant. Ça. Alors ensuite, il y a eu, ça c'est l'adaptation de la langue. Ensuite, les 6 autres mois, il a fallu trouver des copains, il a fallu s'adapter à l'école, s'adapter à l'environnement. Bon, il a fallu une petite année quand même. Une petite année, et après ça s'est enchaîné comme ça. Voilà. Après, on les a inscrits à des activités sportives, ça c'est bien aussi, c'est important de leur faire des activités aux enfants et ça les a beaucoup aidés à s'inscrire. C'est aussi une chance qu'on a, je pense, d'être en Galilée. Ben, c'est toujours les choses en un bon côté, un mauvais côté, mais c'est une chance qu'on a ici. C'est que si on veut que nos enfants deviennent israéliens, eh ben, c'est bien aussi d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup forcément de francophones. C'est bien d'avoir des francophones aussi, mais ça les aide à devenir des petits Israéliens. Et puis là, on va toujours chercher justement à les envoyer au Bnei Akiva, à droite, à gauche, pour que ils se confrontent. Les mouvements de jeunes, ça c'était formidable. Et c'est eux qui vont après nous entraîner dans un deuxième sens, à nous aussi devenir un Alors, petit peu plus. moi, mes enfants, on va dire, ils ont mangé à tous les râteliers parce qu'ils participaient aux activités du Bnei Akiva, ils participaient aux activités de Noam, qui est le mouvement de jeunes du mouvement Massorti en Israël. Ils ont participé aux activités d'un autre mouvement qui s'appelle Edgar. Et ils ont été à toutes les réunions de jeunes et ça a beaucoup aidé aussi. Ils sont à Carmiel, ils sont pris dedans. Voilà, c'est super. C'était formidable. Donc, ils avaient non seulement l'insertion à l'école avec les copains de l'école, mais ils avaient aussi le groupe du mouvement de jeunes, ils avaient le groupe de leur activité sportive. Ça a été... L'idée, c'était d'ouvrir toutes les portes possibles pour eux et ça a beaucoup aidé aussi. Eh bien, super. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Je pense qu'on a fait un beau tour. On n'a pas... Alors, on a eu un problème technique quand même assez sérieux en début de diffusion. Donc, on a quelques personnes qui nous regardent. Alors, je vois 3 personnes, c'est pas énorme. Mais est-ce qu'il y a des questions? Parce que c'est le moment, parce qu'on va rester peut-être encore 5-10 minutes. Si vous avez des questions à poser, c'est le moment. Tu fais partie aussi de notre groupe WhatsApp? Pas forcément. Est-ce que ça ne te dérange pas? Alors, comme ça, on a pu te présenter. Et surtout, si tu peux maintenant participer à notre groupe WhatsApp, si les gens ont des questions, on pose des questions sur WhatsApp. Et ça nous fait du bien aussi de justement confronter des gens qui ont plus d'expérience que nous et des expériences différentes. Je te remercie d'être venu nous voir, d'avoir eu la patience, d'avoir porté le bébé, d'avoir commencé l'interview avec le téléphone alors que ça ne marchait pas. Venez, on a une vie formidable ici. On a une vie. Et puis vous voyez, on a des gens qui ont quand même le sourire aux lèvres.
qui n'ont pas l'air plus déprimés que d'autres. Hein. Tu as vraiment beaucoup de sourires, beaucoup de patates. Je dis Kola Kavod pour ce que tu as traversé. Merci mon Dieu. Un demi-hémisphère pour venir jusqu'ici. Et merci d'être venu. Et si tu pouvais participer à notre groupe WhatsApp, ça te permettrait de répondre aux gens qui sont intéressés à venir. Et puis c'est ça, ici c'est ça, il faut poser des questions, il faut pas être fermé, il faut rechercher, il faut tous les doutes, il faut mettre des réponses en face et c'est ça qui est important. Et puis il faut faire ça avant. C'est bien bénéficier de cette période avant la LIA pour faire toutes les recherches et poser les questions. C'est très important. Alors, oui, Sylvain, j'ai un Danilos qui dit oui, Sylvain, regarde les commentaires, mais je ne vois pas ta question. Ah, voilà. En quelle année vous avez fait votre alia? En 2008. En 2008. Deuxième question, c'était. Est-ce qu'il y a des raisons pour dire que Carmel, c'est plus facile qu'ailleurs? Oui, il y a des raisons. Il y a des raisons parce que c'est une petite ville où on a l'impression qu'il y a une solidarité, on sent une solidarité, une aide qu'on n'aurait pas forcément dans une grande ville où on est perdu au milieu de milliers de personnes. Ensuite, dans le nord et Carmiel, il y a un coût de la vie qui est nettement moins cher que dans le sud, que dans le centre du pays. Moi, je dirais que on se trouve à se loger. C'est 2 fois moins cher facilement. On trouve à se loger beaucoup moins cher et on trouve aussi facilement du travail. Il y a moins de concurrence que dans le. Aussi plus de solidarité. Oui, c'est ce que j'ai dit au départ. C'est la première raison que j'ai dit, c'est plus de solidarité. Alors, je veux pas. Je connais pas tout, mais quand même, on a une ambiance, même si on est dans une ville, on a quand même une ambiance. De petites villes de province, comme ça. Et puis le climat, on a un climat super agréable ici, hein, beaucoup plus frais que dans le sud. Sur la côte même, parce qu'ici on profite un petit peu de l'altitude, donc on n'a pas l'humidité qu'il y a sur la côte. Absolument, et puis quand je veux aller me baigner à la mer, en 20 minutes, on est à Akouille. Ils ont refait tout le front de mer, la promenade, c'est magnifique. En 20 minutes, on est au bord de la mer. En 1 heure, on est à la montagne. On a été faire du ski au Hermon cet hiver avec les enfants. C'est une bonne raison pour venir dans le nord. Voilà. Ah ben, alors, est-ce que tu as quelque chose que tu peux rajouter? Est-ce que j'ai quelque chose que je peux rajouter? Ben, venez. Venez, on vous attend. Donc là, on essaie de remuer ciel et terre pour faire un programme. Nous, ce qu'on aimerait faire surtout, c'est constituer un groupe d'une 20aine de personnes parce que ça va nous aider pour avoir plus de moyens pour venir. Et c'est surtout aussi l'idée de venir un petit peu en tribu, de s'entraider parce que on n'a pas tous les solutions à tout, mais en groupe, je pense qu'on peut être plus efficace et mieux. Et puis partager les expériences, c'est très important parce qu'on apprend. Et puis il y a déjà des gens qu'on peut rencontrer. Et c'est vrai que je pense que même si on ne regarde pas trop la télé, nous personnellement, ici en Israël, vous allez dans le parc et puis vous parlez avec votre voisin et puis il aura des choses toujours intéressantes à vous raconter, les parcours de vie des gens, et puis à quel point ils sont heureux et épanouis ici. Et quand on parle un petit peu aux anciens ici à Carmel, on s'aperçoit que souvent c'est des gens qui sont venus dans une grande pauvreté, et bien on s'aperçoit qu'ils ont tous leur maison, qu'ils se sont établis, qu'ils ont des enfants qui ont On arrive à progressé. Construire une vie, hein. On arrive à construire une vie petit à petit avec beaucoup de patience et beaucoup d'efforts et beaucoup de courage, mais on construit une vie ici. On regarde, ensuite on arrive et on se dit heureusement. Mais moi je me demande si on n'est pas attrapé un peu par les yeux et puis qu'on descend à droite, à gauche, ici ou là. Écoute Véronique, merci beaucoup. Merci à toi. On reste en contact avec toi, surtout surtout sur le groupe WhatsApp. Merci du temps que tu as consacré. Merci. Chérie. Alors, tu veux une question? Oui, j'ai une question. Oui. Tu peux faire un big up à ma meilleure, une très bonne amie à moi qui est brésilienne. Oui. Tu peux lui dire bien à Carmiel en portugais. Ah, en portugais, comment elle s'appelle? Mariana, por favor, vem para Carmiel fazer tua aliá. É muito bom, vida boa. Tu não vai te arrepender nunca. E vem com os filhos, porque aqui é um lugar, um paraíso, menino.
Bem, Mariana. Allez, Obrigado. coucou Mariana. J'arrête. Au revoir tout le monde. Merci de nous avoir suivis. Merci. Les Merci. questions, on peut toujours y répondre. On va la mettre sur le WhatsApp. Ah oui, ça c'est important. Avec plaisir. C'est important. Si Et- vous avez des questions, vous pouvez continuer à commenter et on fera tout pour y répondre. Et puis merci beaucoup encore. Jérémy. Merci, merci encore. La semaine prochaine, on aura quelqu'un sur l'éducation et l'éducation spécialisée. Voilà. Ok. Éducation Bonne spécialisée. semaine. Formidable. Bientôt Jean-Jacques Goldman. On va te parler.